Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre formation express sur les éco-gestes, animée par Nathalie. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. On va démarrer très prochainement. Avant de passer la parole à notre consultante, j'aimerais vous présenter donc le déroulement de la formation. Je vous rappelle le principe, hein, il s'agit d'un aperçu, d'un avant-goût, d'une formation complète. Notre échange donc, va durer une demi-heure, donc 20 minutes de présentation pendant lesquelles vous pourrez, je vous invite à poser vos questions sur le chat et Nathalie y répondra lors des 10 minutes restantes. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme a dit Raphaël, je m'appelle Nathalie Delabroix. Je suis consultante et formatrice en développement durable et RSE. Et je vous ai préparé un webinaire assez dense pour aborder la question des éco-gestes. Donc, vous voyez quelques petites photos qui viennent du ministère. Donc, c'est un sujet, comme vous pouvez le constater, qui est actif et qui intéresse beaucoup de monde. On va aussi donner une définition à ce terme éco-geste. C'est un geste, on peut le qualifier de geste qui doit rester simple, plutôt banal, comme aller au travail, cuisiner, jardiner. Et ce geste doit pouvoir être faisable par chacun pour diminuer la pollution et améliorer son environnement. Alors, dans l'environnement, je mets les hommes avec un grand H. Carbone 14 a estimé qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Français moyen était de 10,8 tonnes. Si on veut respecter les accords de Paris, il faudrait baisser ce chiffre à 80% d'ici 2050 pour arriver à 2 tonnes en 2050. Donc, vous voyez que l'effort est assez important. Je vais vous demander, à votre avis, quelle serait la part de l'effort à attribuer aux individus et à la collectivité? Juste pour que vous rendiez compte à quel point faire des éco-gestes peut sembler important, peut paraître important. Alors, n'hésitez pas hein, à écrire dans le chat, s'il vous plaît. Alors, c'est une moyenne. Hein. Tous les chiffres que je vais aborder au cours de ce webinaire viennent d'une information sérieuse, mais ça reste des ordres de grandeur selon la personne qui les a montrés, édités. En fait, les chiffres peuvent sensiblement varier, mais ce qu'il est intéressant de retenir, c'est l'ordre de grandeur, en fait. Voilà, moi j'ai On commence à répondu. avoir des retours, Raphaël? Ouais. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, effectivement, on a Mallory, 50-50, Ouais. Chloé, 20%. On ne sait pas pourquoi, mais Sophie, 50-50. Ouais. Joël, individu, 70%. Ophélie, 60%. Habib, 80% pour l'individu, 20% pour le collectif. Ce serait super. Et Willy, 60% pour l'individu. J'adorerais. L'individu, Collectif. 40%, 60% pour le collectif, selon Sylvie. Mhm. Laurie, 90% pour la collectivité. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est peut-être ça, ouais. Vous avez encore des réponses? Non, j'en ai plus. Ah si, encore Zachary, 15% individu, 75 collectif. Les chiffres que je cite là viennent de Carbone 4, qui est un cabinet conseil de référence en matière d'énergie et climat. Alors, on va voir la réponse. Alors, l'effort qu'on pourrait attribuer à l'individu dans un scénario réaliste, si on veut atteindre les 2 tonnes en 2050, ce serait que, en tant qu'individu, on pourrait agir à hauteur de 25%,
tout le reste étant attribué au collectif. Donc, ça veut quand même dire que comment dire, une importance capitale, 25% c'est beaucoup, et qu'on peut donc influencer les points de vue. J'ai mis ici les ordres de grandeur pour la réduction qu'on pourrait atteindre par an et par personne si on s'attaquait à la rénovation thermique, si on changeait de régime, par exemple, si on achetait un véhicule électrique, etc., etc. Donc, vous voyez que tout ce qui est en haut, c'est des valeurs plutôt importantes. Et j'ai mis en parallèle la part dans la consommation énergétique au bureau pour qu'on voit où est l'important, où est-ce que peut-être il serait judicieux d'effectuer des éco-gestes. Généralement, toujours ce sont des chiffres moyens, hein, la part du chauffage dans la consommation énergétique au bureau est de 50%. L'éclairage, c'est 20%. Et tout ce qui concerne le matériel bureautique, dont l'informatique bien sûr, 20%. On peut aussi citer le fait que l'économie qu'on pourrait faire en équipement de capteurs de lumière naturelle serait de 20%. Vous voyez que ces chiffres sont importants et ça nous oriente vers les secteurs où il est judicieux d'effectuer des éco-gestes. On va voir la diapo suivante. Donc, on va s'intéresser surtout au secteur de l'énergie, comme vous avez vu, au secteur des achats, au secteur de l'eau et forcément au secteur de l'alimentation. Donc, ce qu'il est judicieux de faire pour essayer d'être le plus efficace possible, c'est de prioriser nos éco-gestes dans les secteurs qui ont un impact sur l'environnement fort, donc tout ça pour les limiter. Donc, tous les secteurs, par exemple, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, GES, de déchets, de polluants, ou qui consomment beaucoup de matière. La slide suivante parle de l'énergie. Où est-ce qu'on consomme de l'énergie? Dans le secteur des transports, le chauffage, la climatisation, tout ce qui est matériel et l'éclairage. J'ai mis des éco-gestes en face de chacun de ces items. Le transport, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme éco-geste? On pourrait, par exemple, covoiturer, autopartager. Je pense que vous connaissez déjà ces éco-gestes qui sont beaucoup pratiqués en entreprise. Choisir des transports adaptés, comme par exemple l'avion. Est-ce qu'on doit le maintenir ou pas? Bref, on cherche à optimiser ces transports et éco-conduire. Pour tout ce qui est chauffage, on va essayer de réguler nos températures en fonction des occupations et de la température extérieure. Dégager les radiateurs, ça reste un geste souvent effectué. Pour la clim, bien évidemment, on essaye de la limiter au climat à forte chaleur et on essaye de ventiler naturellement la nuit. J'ai une petite anecdote à vous donner par rapport à la climatisation. J'interviens en école d'ingénieur pour donner des cours. Et pas plus tard que la semaine dernière, il faisait très chaud dans ma salle. Le thermostat était à 23. J'essayais de le baisser, pas moyen. Et là, j'ai eu une réaction d'un étudiant qui m'a vraiment surprise et scotchée, qui m'a dit « Mais madame, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va mettre la clim. » Donc, si on pouvait limiter ce type de comportement, ce serait bien pour le monde. Éclairage, on peut aussi installer des ampoules basse consommation. On peut essayer de réguler du mieux qu'on peut. Utiliser un maximum la lumière naturelle par le placement des bureaux. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord utiliser la lumière naturelle et ensuite, quand c'est plus suffisant, mettre la lampe du bureau et ensuite le plafonnier. On peut aussi utiliser les détecteurs de présence. Pour tout ce qui concerne l'informatique, là, il y a beaucoup à dire. On parle énormément de sobriété numérique, donc les éco-gestes à effectuer dans ce domaine sont extrêmement nombreux. On peut commencer par éteindre ses écrans, les unités centrales, les portables le midi et le soir. On peut essayer de vider son disque dur régulièrement. On peut essayer de demander des achats en grand conditionnement. On peut amener ses repas, tout simplement. Moi, je suis effaré à ce propos par C'est vrai? quand ouais, pour les repas, pour le déjeuner au bureau, quand on fait de l'emporter, oui, on a le sac plastique et tout est conditionné, donc un plat et un dessert en plastique. Et c'est vrai que ça représente énormément, ouais, tout à fait. Oui. Donc on peut ça commence à se faire avec le vrac. On peut aller chercher son repas dans son propre contenant. Ça se fait pas Ça, j'ai jamais vu.
Je n'ai pas Ouais. trouvé ça. En tout cas, c'est en initiant qu'on aura des réponses, parce que si on ne demande pas, on n'aura jamais. Donc, mais c'est des pratiques qui commencent. Il y a des startups qui développent dans l'alimentaire, qui développent ce type de service. Alors moi, l'objection que j'ai, c'est oui, c'est interdit de, même ça m'est arrivé de revenir avec un plat utilisé en plastique ou autre, et le restaurateur me précise, bah non, c'est interdit, on n'a pas le droit, on est obligé Pour des questions de- d'hygiène. oui. Donc il y a cette objection qui revient souvent de la part des restaurateurs. Ouais. Euh, alors, je n'ai pas eu ce retour-là des startups que je connais qui ont développé ce type de service Ouais. avec des contenants. Ils proposent de récupérer en fait les contenants. Donc, vous achetez le contenant au départ et ensuite vous le ramenez, il est recyclé, lavé et ainsi de suite. Ça limite ces problèmes d'hygiène. D'accord. Bah, on a une Habib qui nous dit que certaines enseignes proposent des livraisons en bocaux en verre consignés. Oui, tout à fait. D'accord. Bah, si vous avez des enseignes, des noms, moi je suis preneur. Habib. Alors, j'en ai pas là tout de suite. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a dans les Hauts-de-France, je sais. J'ai oublié le nom, mais je vous le retrouverai. Alors, il m'a paru important de faire un focus sur le numérique, puisque la part du numérique est relativement importante sur les impacts. Le Shift Project estime par exemple que l'empreinte numérique est en progression annuelle de 9%, et c'est pas soutenable. Si on veut respecter les accords de Paris, hein, puisque les accords de Paris, c'est diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, en comparaison à ce qu'on faisait en 90. Green IT estimait qu'en 2015, le numérique représentait 12% de la consommation électrique du pays, et ce serait 4% des émissions de gaz à effet de serre, et ça augmente régulièrement. Dans le numérique, il faut bien différencier la consommation d'énergie qui est due à nos usages du quotidien et à la fabrication de ces équipements et à leur traitement en fin de vie. Là, on raisonne bien sûr en cycle de vie. Alors, j'ai une question. Quelle est la part de consommation d'énergie qu'on peut attribuer aux équipements des utilisateurs par rapport à la consommation, à la part qui serait liée aux usages? Là, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse revenir vers moi avec les réponses, Raphaël. Oui, oui. Bah, je réfléchis aussi. La consommation numérique représente 10% de l'électricité mondiale et 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, et ça augmente tous les jours. Si vous êtes intéressé par le numérique, je vous invite à consulter le livre blanc numérique et environnement qui explique très bien ces phénomènes. Est-ce que vous avez des retours déjà? Non, moi j'ai mis 40%, mais bah, j'ai 20% pour les usages, autour de 30%. Ouais. On va passer tout de suite à la réponse parce que je vois l'heure 20%, tout le monde. Si on va avoir un petit peu de temps. 5%, Marina 10%, Julie 25%, Laure 25%, Romain 30%. Alors en fait, c'est 3/4, c'est 75%. Le On- reste, c'est un quart, donc c'est représenté par toute l'activité stockage, donc les data centers, c'est 18%, et l'architecture réseau, donc pour les transports, c'est 6%. Donc vous voyez que c'est extrêmement impactant et on se sert du digital, du numérique au quotidien. Donc les fabricants devraient rendre plus durables, réparables et recyclables les téléphones portables pour essayer de diminuer ce chiffre qui est très impactant. Et nous, en tant que consommateurs, mais on a un rôle, c'est d'allonger au maximum la durée d'usage de nos appareils. Euh, les jeunes gens essayent toujours d'avoir les appareils de dernier cri, et en fait, c'est très impactant. Il faut 60 métaux différents pour concevoir un smartphone. Donc, c'est très impactant pour les ressources naturelles.
Alors, Mhm. Carbo Academy, qui est une instance référence aussi, a fait un top des éco-gestes que j'ai voulu vous montrer. Télétravailler, repenser les dépassements professionnels en avion, se laver les mains de passage d'eau, connaître l'énergie et le fonctionnement du chauffage, consommer mieux, demander chez quel fournisseur votre entreprise achète son électricité. Oui, parce que selon son origine, elle est plus ou moins impactante. Rechercher l'empreinte carbone de son ordinateur, penser à l'achat reconditionné, améliorer son impact avec les envois d'emails et de fichiers, améliorer son stockage, s'informer sur les consignes de tri, apporter sa propre vaisselle, etc., etc. Vous pouvez retrouver facilement ces conseils. Il y a beaucoup de livres blancs sur les éco-gestes. Alors, j'ai pensé aussi qu'il était important, quand on lance un éco-geste, ça lui donne beaucoup plus de profondeur s'il est suivi en entreprise. Pour lui donner de l'écho, par exemple, si vous voulez inciter les personnes à imprimer en recto verso, en livret, à faire circuler les documents pour éviter les impressions multiples, euh, il est intelligent au niveau de la direction d'intégrer des critères éco-responsables ou de créer un catalogue de fournitures restreint. Si on veut, par exemple, inciter le personnel à éteindre les écrans, les unités centrales et le portable le midi et le soir, il faut qu'il y ait un programme de sauvegarde en journée, etc. Donc, il faut vraiment repenser un petit peu la manière dont on fonctionne pour donner du sens à nos éco-gestes. Encore 2 slides avant de terminer. C'est important aussi de sensibiliser aux éco-gestes. Il y a plein de choses à faire. Je vous ai mis quelques petites photos de choses à faire. On peut s'informer déjà. On peut organiser des ateliers ludiques dans son entreprise. On peut donner l'exemple sans être donneur de leçons. Le culpabilisant ne marche pas. Les ateliers qui sont très connus, 2 tonnes, Novi bas carbone, des fresques. Bon Pote, qui est un média qui nous informe au quotidien ce qu'on peut faire. Il y a plein de petits livrets, éco-responsables au bureau, etc. Beaucoup de choses à faire pour progresser. Je terminerai par cette petite phrase. Rendre son entreprise meilleure pour le monde n'oblige pas qu'elle devienne la meilleure du monde. Chaque geste compte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, on a beaucoup de messages là sur l'usage des iPhones là, euh, qui sont dont on peut plus se servir au bout d'un certain temps Oui, parce qu'ils sont plus maintenus, quoi. Moi, ça m'est arrivé aussi. Oui, un iPad qui ne pouvait plus fonctionner parce que il pouvait plus charger quoi que ce soit. Bon, c'est pas forcément dû à Apple, c'est aussi parce que les nouvelles applications, les nouveaux sites sont de plus en plus demandeurs en ressources et ça pose des difficultés. Donc, on est obligé, au bout de certaines années, effectivement, de remplacer le matériel si on veut pouvoir continuer à travailler correctement, quoi. tout à fait. Il faut essayer de garder ces appareils le plus longtemps possible, tant qu'ils fonctionnent, bien évidemment, et penser à les donner pour le recyclage, puisque on peut faire un nouveau smartphone à partir de 5 appareils recyclés. D'accord. Et aller chez l'abbé Pierre ou rendre un PC, c'est une bonne idée ou il y a plutôt Oui. d'autres sociétés Il spécialisées n'y a là-dessus? pas que l'abbé Ouais. Pierre, il y a beaucoup d'entreprises qui récupèrent les PC. Souvent, ils sont reconditionnés pour être donnés aux écoles qui ont peu de moyens, Ouais, et les associations sont nombreuses. d'accord. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on a encore quelques minutes ensemble. Pour le matériel informatique, oui, y a-t-il des marques plus éco, donc récupération, pardon, et recyclage des matériaux? Des marques, non, mais il y a des marques qui proposent des appareils reconditionnés. Dans ma boîte précédente, c'est ce qu'on faisait. Ok, bon, si vous avez un nom, Pas c'est citer de super. marque, je suis désolée, mais il y a pas mal de marques qui proposent du déconditionné, du D'accord. reconditionné. Alors, sur le même sujet, Mallory euh, dit qu'il y a un livre intéressant, c'est Tout comprendre ou presque sur le climat, rédigé par Bon Pote en collaboration avec le CNRS. Je cautionne. Moi, j'ai vu aussi que l'ADEME aussi avait Oui, une bonne communication pour tout à info. fait. Le site Alors, de notre ministère aussi, il y a énormément de bonnes infos à prendre partout. Carbo Academy aussi. Et Bon Pote, c'est un vivier de ressources très, très intéressant.
Ah oui, j'ai confondu Abbé Pierre et Emmaüs, effectivement. Merci Laure. Oui, il vaut mieux aller chez Emmaüs que Abbé Pierre, oui. Je pense, oui. Ramener son PC, ouais. Ouais. Euh, Il y a Fairphone aussi. Fair Phone, ouais, ça c'est intéressant. Et Emmaüs Connect. Ça, je connaissais pas. Alors, est-ce qu'on vous enverra la présentation? Bah, je vous transmettrai le replay par mail d'ici 48 heures, on va dire. Lundi ou plus tard. Alors, moi, j'avais une question aux Bon. participants. Est-ce qu'il y a des éco-gestes qui sont faits dans leur entreprise qui n'ont pas été cités?